Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Gautreau et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un z.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 73e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 16 mai, on enregistre un peu plus tôt que d'habitude, il est un peu plus tôt de 19h et nous allons parler de la deuxième saison du TF35 Trophy, le circuit disputé comme son nom l'indique sur le TF35, un catamaran à foil. Circuit qui s'ouvre dans la saison s'ouvre cette semaine sur le lac Léman avec la Rieslstone Cup for Léman Hope, si je prononce bien correctement le titre complet de l'épreuve. Et nous allons donc prendre la route vers la Suisse avec un petit détour par le Pouliguen et vous allez vite voir pourquoi. Donc pour en parler avec nous ce soir, nous avons l'organisateur du circuit, je crois qu'on dit class manager si je me souviens bien, c'est le Suisse Bertrand Favre qui est à Morges. Salut Bertrand. Salut. Et puis comme c'est une classe qui se court en Suisse avec des armateurs suisses pour la majorité et beaucoup de marins français, nous avons choisi d'inviter 2 marins français qui s'occupent chacun cette saison un rôle de tacticien. Le premier qui donc est au Pouliguen, c'est Loïc Perron qui est tacticien au sein de l'équipage tricolore de Team Sail Fever. Salut Loïc. Bonjour. Loïc qui prendra l'avion demain pour la Suisse. Le second, c'est Sébastien Coll qui, lui, tactique pour l'équipe suisse de Real Team Sailing et qui est ce soir à Mi, au bord du lac Léman, justement. Salut Seb. Salut, bonjour à tous. Et le cinquième n'est pas un invité, c'est le co-animateur de Pause Report, c'est Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip & Shaft, qui est chez lui à Levallois-Perret, et qui va nous faire, comme d'habitude, un petit brief rapide sur ce qu'est le TF35 Trophy. À toi, Axel. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, le TF35 Trophy est donc le successeur du D35 Trophy, circuit qui de 2004 à 2019 a réuni plusieurs grands noms de la voile suisse, mais également internationale, notamment française, comme tu disais, sur les bords du lac Léman, à bord des D35, qui étaient des catamarans, mais sans foil. Après 15 ans de bons et loyaux services, ces derniers ont cédé la place au T35, donc catamaran plus performant et surtout volant, qui est donc désormais le nouveau support du TF35 Trophy. Covid oblige, le circuit n'a pu être disputé en 2020. Il a donc démarré l'année dernière avec une première édition qui a réuni 7 équipes et a été remportée par l'équipe de Sébastien Coll, Real Team Sailing, devant Alinghi et Spindrift. Autant d'équipes qui seront encore présentes cette année. Il y aura 7 équipes cette année au départ, avec une nouvelle équipe, Vitamina Sailing, menée par l'Italien Andrea Lacorte, qui remplace Zulu. Comme depuis des années, de nombreux Français participent à ce circuit, donc nos 2 invités du jour, bien sûr, qui sont eux-mêmes entourés de compatriotes, on va en parler avec eux. On peut aussi citer Yann Guichard et son équipe de Spindrift, Nicolas Charbonnier avec Alinghi, Erwan Israël, Billy Besson, Mathieu Vandamme, Thierry Briand avec Iliam 12 comptoir immobilier et Tanguy Cariou sur Zen2. 6 épreuves sont programmées cette saison, dont le Bol d'Or le 11 juin. Et pour la première fois, une étape disputée sur un plan d'eau maritime et en plus en France. Ça sera à Cannes du 6 au 9 octobre. Ça sera la dernière étape de la saison. Alors Bertrand, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer un petit peu comment est né
le TF35, le bateau et le circuit, en mettant bien en perspective pour nous autres Français qui sommes peut-être, moi, je parle du public, moins habitués que d'autres, on a affaire à une classe de propriétaires et de propriétaires exigeants, fortunés. Raconte-nous un peu comment c'est passé du D35 au TF35. Je pense que le D35 est un bateau qui était vraiment bien né pour le lac, qui a fait 15 ans de bons et loyaux services et qui arrivait un petit peu en fin de course, pas pour lui-même, mais plutôt pour l'intérêt qu'il générait dans la région. Les propriétaires avaient envie de pousser le bouchon un petit peu plus loin d'un point de vue technologique. Le foiling se développait partout, l'America's Cup, c'est le GP qui était en discussion, les GC32, il y avait une volonté de renouveler la plateforme et de créer un support qui rende le vol accessible à des propriétaires, pas uniquement à des marins, des sportifs d'élite, on va dire, mais que le bateau puisse être accessible à des gens qui ont moins le temps et la possibilité de s'entraîner. C'était un petit peu l'origine de tout ça. Pour terminer sur le D35, quasiment toute la flotte navigue encore sur le lac Balaton aujourd'hui, donc on peut dire que l'histoire s'est pas arrêtée avec l'arrivée du TF. On a encore 6 bateaux qui régatent régulièrement en Hongrie. Très bien. Le bateau, on parlait très rapidement aussi. C'est un bateau qui est fait pour naviguer dans des vents légers. On a des images vraiment étonnantes d'un bateau qui vole. On a l'impression qu'il y a 5 ou 6 nœuds. Je sais pas quelle est la limite basse de vol du bateau. Et puis l'une de ses caractéristiques, c'est que les foils sont asservis. Si je me trompe pas, tu peux nous. Voilà, tout à fait. En fait, dans le cahier des charges, on voulait un bateau qui vole au pré, qui vole tôt, qui n'aille pas forcément à des vitesses supersoniques. C'est un petit peu le corollaire du fait de voler tôt. Et on a un système d'asservissement du vol qui prend en charge toutes les notions d'altitude et de pitch, mais qui laisse par contre aux marins quand même des possibilités de réglage. Je pense que Seb et Loïc seront mieux à même à vous parler de ça. Par contre, on a un bateau qui a été dessiné pour aller en mer. Donc, l'année dernière, on a fait 2 régates à Scarlino, en Italie, en Toscane. C'est sûr qu'on a dû un petit peu s'adapter. On s'est rendu compte de quelques réalités aussi qui nous ont permis de poursuivre le développement du bateau et notamment de ces systèmes de vol pendant l'hiver. Mais l'objectif est clairement de faire un bateau qui soit moins typé lac que l'était le D35, notamment aussi dans son mode de déplacement. Le bateau a été conçu dès le départ pour pouvoir être plié dans un container et pouvoir justement rendre des déplacements plus exotiques possibles. C'est quoi quel bilan tu as tiré de la première saison en 2021? A priori, le bateau, de ce qu'on voit, a l'air de plutôt répondre à son cahier des charges initial. Alors c'est sûr que je dirais le bateau de 6 à 15, 16 nœuds, il est pile poil dans le tir, on est super content. Après, on a dû faire de la fiabilisation dans le haut du range. C'est clairement des conditions qu'on a moins eues sur le lac et dans les phases de développement. Donc on a dû passer par une petite phase de fiabilisation des foils et d'amélioration du système de vol pendant l'hiver. Et on espère que ça va porter ses fruits et qu'on n'aura plus ces petits soucis de stabilité en haute vitesse qu'on a pu remarquer justement dans les régates de Scarlino. Dernier petit point, c'est un bateau qui est fait en très grande partie en Bretagne. Quasiment entièrement, ouais. Qui a été fait entre Vannes et Lorient, on va dire. C'est vraiment la Bretagne, un coin particulier de la Bretagne. Je crois que la plateforme c'est chez Multiplast, la centrale de nav c'est chez nos voisins de Jeff Saison, voilà, de Pixel sur Mer, qui sont 2 étages en dessous. Donc c'est vraiment vous avez choisi tout ce que le nec plus ultra Frenchy du foiling. C'était pratique pour nous dans le sens où avoir des entreprises qui sont dans un rayon proche, c'est plus simple pour la coordination. On a fait aussi les mâts chez Lorima. Et c'est vrai qu'avoir tous les acteurs qui soient réunis dans un rayon d'une 50aine de kilomètres, c'était très pratique et ça a permis aussi de pouvoir finalement faire ces bateaux assez rapidement. Parce qu'on a mis 2 petites années pour faire le dessin. On a modifié un Easy to Fly sur le lac pour tester le concept. Et après, très rapidement, on a lancé la production d'une série de 8 bateaux. Donc, on pouvait pas tellement se permettre de perdre du temps en déplacement et surtout d'avoir des pièces qui viennent de pays qui rendent la logistique complexe. Ça a été en plus renforcé par notre ami Covid et on était bien content en fait de pouvoir limiter les trajets et que
les fabricants puissent continuer à travailler malgré toutes ces contraintes de transport qu'on a pu subir. Axel. Oui, Loïc, Sébastien, vous avez donc tous les deux connu les D35. Vous avez donc découvert la TF35 sur le circuit l'année dernière. Quelles ont été d'abord les premières sensations quand vous avez découvert ce bateau, et après un an, quels sont les premiers enseignements que vous en tirez? On va peut-être commencer par toi, Loïc. Alors moi, j'ai découvert les TF lors du début de la deuxième saison, c'était l'année dernière, et c'est comme le disait Bertrand très justement, ils ont été réalisés très rapidement et répondent parfaitement au cahier des charges sur le lac. C'est assez génial de voler sur un miroir parfois. Après, c'est vrai qu'ils sont ils étaient un peu plus délicats dès que le clapot se lève un peu, ce qu'on a pu voir lors de l'épreuve de Scarlino en Italie. Mais génial, des sensations absolument fabuleuses. Un système de pilotage de hauteur de vol assez unique et qui fonctionne bien. Et puis de revoir toute la bande de Suisse. Moi, ça faisait quelques années que je ne faisais plus de D35, quoique aussi un petit bol d'or il y a 3 ou 4 ans d'ailleurs, il me semble. Et le D35, ça avait été, vous en avez parlé un peu quand même, c'est vrai qu'on a passé 15 années. Dès la première saison, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, je me souviens avoir eu la chance de démarrer les tout premiers bords. Et de la même manière, les Suisses ont cette faculté, les propriétaires, aussi bien que les archis, les ingés, de concevoir, il n'y avait pas que des Suisses d'ailleurs là-dedans, mais de concevoir des engins parfaitement dédiés à leur environnement, dans tous les sens du terme, l'environnement lacustre, de répondre à des envies de propriétaires qui ont suffisamment de moyens et de passion pour vouloir la partager avec d'autres. Et tout ça fait que c'est une ambiance assez géniale. Et j'ai hâte que ça démarre dans quelques jours là à Lyon, parce qu'enfin on va se voir, parce que pendant un an on s'est pas vraiment vu, on avait des masques, on se voyait sur l'eau et puis on se voyait pas au bistrot. Là cette année ça va changer. Et toi Sébastien, comment tu as vécu un peu cette découverte du nouveau support? En fait, moi j'avais très très peu d'expérience du D35, je crois que j'ai fait qu'une seule régate, c'était la dernière de la dernière année des championnats D35 avec Real Team. Mais donc je vais pas être très pertinent dans la comparaison. Par contre, ce qui m'intéressait beaucoup dans le TF35, c'est la capacité du bateau à voler au près. Aujourd'hui, il y a très peu de bateaux dans le monde très peu de foilers qui volent au près, et ça ouvre des perspectives tactiques assez intéressantes. Et voilà, donc voilà pourquoi j'ai rejoint vraiment ce circuit-là. C'est vrai que, comme dit Loïc, les Suisses ont cette faculté à être visionnaires dans la modernité des systèmes et des bateaux qu'ils produisent ou qu'ils font produire. Donc aujourd'hui, très heureux d'être sur ce circuit-là avec Real Team. Ça remplit beaucoup d'objectifs pour moi dans ma carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne à bord? Vous êtes, il y a 6 équipiers sur le bateau, c'est ça? Et comment se répartissent un peu les rôles? Ouais, donc c'est un bateau qui est très physique. On a quand même beaucoup de surface de toile pour pouvoir se déplacer dans le petit temps. Le génaqueur, on a 2 tailles de génaqueur entre 120 et 140 mètres carrés. Et donc il faut manœuvrer tout ça et en même temps faire voler la plateforme. Donc 6 équipiers, un barreur, un régleur de grand voile, un régleur de chariot de grand voile. C'est vrai que la grand voile est assez grande et il faut quand même pas mal de puissance pour la réguler. Et on se rend compte notamment au près sur les foilers que la régulation de la grand voile est très importante pour la stabilité de vol. Ensuite, on a un tacticien, un régleur de voile d'avant et un numéro 1 qui, contrairement aux années des 35, s'occupe pratiquement uniquement des foils, des main foils, c'est-à-dire les foils les plus grands du bateau, et un petit peu moins des voiles d'avant en termes de manœuvre. Bon, ça reste des postes très physiques. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a que le barreur qui n'est pas sur un poste très physique. Tous les autres doivent vraiment être prêts physiquement au début de la saison, quoi. Bertrand, est-ce que tu peux nous expliquer le format des régates? Ça ressemble à ce qui se passait en D35, c'est un peu le même genre de parcours. Comment se passe un week-end type sur le TF35 Trophy? En fait, on fait des régates bananes, des régates bananes qui font environ
un 1002. On essaie de garder une durée de course qui dure entre 20 et 25 minutes et de faire entre 4 et 5 régates par jour. Après, comme disait Seb, le bateau est très physique. On voit que les gens sont vraiment fatigués assez rapidement, donc on essaie d'enchaîner 4 à 5 régates de 20 minutes avec porte au vent, porte sous le vent. C'est un format qui ouvre beaucoup de jeux. Donc on fait départ au pré. Et le fait d'avoir une porte au vent et sous le vent permet à chaque bord d'être intéressant. C'est clairement des bateaux sur lesquels les manœuvres, surtout au pré, on n'arrive pas encore à faire des foiling tags, donc le virement coûte cher. Donc le fait de pouvoir choisir son côté en passant la porte en haut est un plus d'un point de vue stratégique. Les foiling jibes commencent à passer de mieux en mieux, donc c'est moins capitalo-portant, mais je crois que c'est un format de course qui convient bien. On n'est pas encore au dry tack, mais ça ne saurait tarder. Ils y arrivent en IQ foil depuis la semaine dernière. Ah ouais. Non, on n'y est pas encore. C'est pas tout à fait pareil. Loïc, est-ce que tu peux nous présenter ton équipe? Je crois que tu es dans une équipe, pour le coup, le seul propriétaire français, si je ne m'abuse, si j'ai bien fait le tour du site web tout à l'heure, c'est le Frédéric Exactement. Doucet, Il y en avait un autre, c'était Eric Maris, mais qui ne font pas cette saison. Ils sont en train de démarrer sur des bateaux un petit peu plus gros, toute l'équipe Zulu. Et moi, je suis avec un propriétaire français qui s'appelle Frédéric Jousset, qui est passionné d'art avant tout, qui est un businessman dans le web, et qui est passionné de bateaux, du moins de tout ce qui se pilote, globalement, parce qu'il fait des voitures, il fait pas mal de choses. Et il a été a priori emmené dans cette belle histoire de TF35 par Eric Maris. L'anecdote est que je crois qu'il était en haut de l'Everest au moment où Eric Maris lui a dit tiens, il y a des bateaux marrants sur le lac, viens donc jouer avec nous. Et puis voilà. Et initialement, moi j'ai remplacé Damien, qui était le précédent skipper ou du moins tacticien à bord. Alors quand notre propriétaire est là, il barre. Et quand il est pas là, je reprends le guidon. Et comme le disait Seb, ça tombe bien parce que c'est l'un des postes les moins physiques, ce qui me va beaucoup mieux. Ça veut pas dire que je barre bien, mais au moins, il vaut mieux faire ça. Et ça n'empêche que il faut quand même bouger, évidemment. Ce sont des engins sur lesquels il faut être très très réactif. Ça se pilote vraiment. Et ils sont très délicats. C'est toujours d'ailleurs un peu délicat ce type de navigation avec des propriétaires. Ou bien ils sont là quasiment tout le temps, comme Ernesto par exemple sur Alinghi, et avec une très bonne expérience déjà. Ou dans le cas de Frédéric, notre propriétaire, il ne navigue pas assez souvent. Malheureusement, on aimerait bien qu'il vienne nous rendre visite plus souvent. Et donc c'est toujours délicat de lui passer le guidon sur un engin qui malgré tout est assez délicat. Ça fait 4 fois que je dis délicat, et à bon escient parce qu'il y a une semaine à peine, on a chaviré. Je crois qu'on est le premier TF35 à avoir mis la cabane sur le chien sur le lac, et même ailleurs. J'avais jamais chaviré sur le lac, ni même en D35, voilà, qui est arrivé au près avec pas mal de vent. Et on s'est d'abord envolé, puis comme souvent, les bateaux qui volent, il faut surtout pas les faire voler trop haut. On a analysé un petit peu sur les datas, c'est assez intéressant. Il y a différentes raisons, peut-être vraisemblablement une fraction de seconde de d'inattention à la barre, ça c'est sûr, j'en suis le premier responsable, mais pas seulement. Ça veut dire que ce sont des bateaux qui sont vraiment passionnants justement pour en trouver la limite, pour les garder en vol stable, juste à l'approche d'un virement. Donc voilà, à l'envers. Donc c'est pour ça que le bateau est à Mi en ce moment. Mi qui est un peu le quartier général de tous ces TF35, sauf les quelques-uns qui sont à Genève. Et il y a une partie de l'équipe qui est en train toujours de bosser. Yvan Ravussin, tu me posais la question sur mon équipe. Il y a Yvan Ravussin, le régional de l'étape, et son fils, qui sont à bord. Et puis 3 Frenchies. Il y a Valentin Sipan, qui est un jeune garçon plein de talent, et puis 2 vieux de la vieille ou presque, Devan Le Bihan, que je retrouve avec plaisir, on était ensemble sur les extrêmes, pas les extrêmes séries, ça s'appelait comment déjà, sur la coupe il y a quelques années déjà, avec Energy Team, et puis notre grand Arnaud Jarlégan. Est-ce que ça fait le compte, ça? Oui, c'est bon, ça doit être ça va faire 6. Ouais, tout à fait. Et il y a marqué Spare Crew sur le site avec Fabien Henry, qui est une vieille connaissance des Tours de France à la voile. Et Fabien, qui était à bord lors de la première saison, mais ils ont fait une jolie gamelle, parce qu'il y a eu quelques figures de style déjà, et quelques dégâts, heureusement pas trop collatéraux, mais pas loin. Et malheureusement, Fabien en a fait les frais l'année dernière. Et donc, il vient nous coacher de temps en temps.
Et puis en spare crew, et puis surtout et puis les garçons dont on a besoin beaucoup, et les filles d'ailleurs. L'année dernière, on avait Lorraine Métro. Vous savez, les métros en Suisse, il y en a plein. Enfin, c'est surtout une famille exceptionnelle. Il y en a pas à Genève. Ils tiennent le lac. Et voilà, ils tiennent le lac. Ils sont à la surface et non pas en dessous. C'est toute la famille Métro, et on avait la chance d'être avec Lorraine, qui nous donnait un coup de main. Sinon, on a Donatien. Je me souviens plus de son nom de famille. Carme. Et merci, préparateur de Figaro. Préparateur de légende. Et le fils d'une autre légende, le fils de Quito de Pavan, et qui nous donne un coup de main cette année. Hugo de Pavan. Sébastien, toi, t'es avec un propriétaire suisse qui est un vieil habitué, qui est habitué du lac, qui a couru sur beaucoup de bateaux du lac. Par contre, il y a une équipe qui est à 2 exceptions près, qui est entièrement française aussi. Ça marche, l'import-export de coureurs français. Le vol EasyJet entre Nantes et Genève, justement, de demain, j'imagine, Loïc. Faudrait pas qu'il se crache, quoi. Hein. Non, ce sera pas grave. Il y a pire aujourd'hui. C'est surtout celui du dimanche soir, je pense. Voilà, c'est surtout celui du dimanche soir qui est assez rempli. c'est lui le plus rempli, ouais, effectivement. Ouais, nous, on a à quelque chose près la même équipe que l'an dernier. L'année dernière, on avait donc 3 Suisses et 3 Français à bord. Pour les Français, il y avait et il y a toujours Gurvan Bontemps et Benjamin Amiot et moi-même. Cette année, on accueille un 4e Frenchie en la personne de François Morvan. Donc c'est une bonne recrue pour nous. On est très content de l'avoir avec nous. Et donc on a Rémi Hacheman qui navigue depuis très longtemps pour Real Team. Et on a également Jérôme Clerc qui est en fait le barreur remplaçant quand le propriétaire n'est pas sur site. Et Jérôme est aussi le manager du projet. Axel. Le propriétaire qui est Esteban Garcia, hein, c'est ça Exactement. J'ai oublié de le citer. Donc Esteban Garcia qui a monté l'équipe Real Team il y a une 12aine d'années, il me semble. Ils étaient au tout début du D35. Et déjà avec Jérôme, toutes ces années, on fait monter en puissance l'équipe et il faut dire que entre Esteban et Jérôme, ça marche très bien et ils ont pu passer au TF35 assez facilement. C'est des bateaux qui sont quand même un petit peu plus énergivores, on va dire, qui demandent un peu plus de ressources quant à la mise en place et à la maintenance. Mais l'équipe s'est très bien adaptée entre le D35 et le TF ces dernières années. Et quel bilan sportif un peu vous avez fait de votre première saison? On imagine forcément bon puisque vous avez gagné le circuit l'année dernière. Comment ça s'est passé? Est-ce que les régates sont serrées? Comment ça se passe sur l'eau? C'était une saison un peu spéciale avec toujours les problématiques de Covid. On avait déjà fait des pré-events fin 2020, 2 pré-events pour jauger un peu notre équipe par rapport à la concurrence. On a vu qu'on était pas mal dans le coup avec Spindrift et Alinghi. Ça s'est confirmé sur l'année 2021. Il faut dire que ces 3 équipes étaient au-dessus du lot sur la saison dernière. Donc on se partageait les 3 premières places. Après il y avait un petit écart. Dans les conditions légères, c'était moins vrai. Mais dès qu'on est au foilé au près, il y avait des écarts avec les autres équipes. Le vol au près, c'est quelque chose d'assez nouveau pour tout le monde et il faut travailler sur des settings un peu particuliers et avec probablement Spindrift et Alinghi, on avait trouvé ça un petit peu avant les autres. Donc c'était des régates très serrées à nous 3 avec Alinghi mais bon, dans le petit temps ça restait encore très ouvert. Donc sur le lac, on a quand même beaucoup de conditions de petit temps. Et notamment sur les longues distances, Genève et puis le Bol d'Or, on n'a pas vraiment brillé. Heureusement, ça ne nous a pas porté préjudice pour la saison, mais c'est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer pour cette année. Oui, parce que Bertrand, il y a pas seulement des formules Grand Prix sur ce TF35 Trophy, pardon. Il y a aussi des grandes courses comme du coup le Bol d'Or et Genève. Ouais, tout à fait. Ces 2 courses qui font partie intégrante du trophée. Le Bol d'Or, c'est la régate emblématique du lac, c'est la fête du lac.
c'est un petit peu le Spi West chez vous ou la Chaos Week en Angleterre. Tout le monde navigue, c'est la fête et on se doit d'y participer. C'est une régate qui est compliquée pour nous quand on a dû dessiner le TF35 parce il fallait gagner le bol d'or et c'est une régate qui se navigue des fois où on n'a pas de vent du tout, des fois on en a beaucoup, donc ça a mis un petit peu de piment, on va dire, sur la planche à dessin. Et puis c'est des régates qui donnent un petit peu leur chance à tout le monde. C'est pas uniquement des courses de vitesse, il faut avoir du bol, comme on dit. Et le facteur chance est un petit peu important. Alors évidemment, celui qui gagne vous dira toujours qu'il avait tout prévu, mais c'est rarement le cas. Et sur une régate comme la Genève-Roll-Genève qui fait une trentaine de milles l'après-midi, c'est plus prévisible en général. Mais le bol d'or est une régate qui a ses aficionados, mais qui a aussi qui est pas toujours agréable à vivre pour les gens qui sont derrière. Loïc, tu as fait plusieurs bols d'or, si je me trompe pas. Quel souvenir tu gardes de tes diverses participations? Oui, oh là là, non, mais ça va remonter loin, mes enfants là. La première fois que j'ai vu un bol d'or, si ça c'est une anecdote intéressante, il y avait Stars and Stripes, le catamaran de Dennis Conner, qui avait gagné ce fameux mismatch du côté de San Diego, je crois, contre les Kiwis. Ils avaient fait 2 bateaux, ou en tout cas 2 gréements, et il courait pas, mais enfin il était là en spectateur. Et donc je me souviens avoir assisté à la victoire d'un Formule 40 à l'époque, qui s'appelait Le Matin, d'Edouard Kessy. Et puis après, mon premier bol d'or, j'ai dû le faire avec Yvan Ravussin d'ailleurs, et Nico Grange, à bord du tout premier Alinghi, le bateau d'Ernesto, qui était un trimaran à l'époque, qui était à Pornichet en ce moment d'ailleurs depuis pas mal d'années, qui s'appelait Bédard. Et puis après, avec Nico Grange en D35, on a eu la chance de gagner 2 fois, 2 fois je pense. Et puis, comme le disait Seb, en TF et le bol, comme le disent tout le monde, ça dépend pas seulement des qualités des équipages, mais il faut avoir du bol et et c'est pas mal d'être derrière de temps en temps, ce qui est exactement ce qui nous est arrivé l'année dernière. On est passé en tête au Bouvray, c'est-à-dire à l'autre bout du lac, alors qu'on était très mal. Comme quoi ça peut. Et puis on a fini 3e à quelques secondes des premiers. Et les 3 premiers du bol d'or l'année dernière étaient plus ou moins les 3 derniers du classement TF35. Donc ça montre bien que c'est pas seulement. C'est vrai que c'était assez étonnant d'ailleurs de voir que c'était l'ordre inverse du podium moyen et régulier sur les épreuves vraiment inshore ou les épreuves de régate pure. Donc nous on a beaucoup à travailler. Non seulement le large, mais particulièrement tout ce qui est parcours. Il y a une grande différence. On le sent bien, Seb le disait, il y a un groupe de 3 devant, Alinghi, Real Team et Spindrift qui ont vraiment des équipages évidemment de champions et qui naviguent pas forcément plus longtemps, mais qui naviguent bien. Et puis il y a un groupe B avec Art Explora. Nous on est parfois les derniers du groupe A, mais souvent les premiers du groupe B, quoi. Donc c'est pas encore, il y a encore pas mal de marge de progression. Bertrand, historiquement, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup, et la preuve avec Loïc et Sébastien est là, il y a beaucoup de Français qui participent à ce circuit. Comment ça s'est fait? Je pense que tu connais un peu le circuit des 35 depuis le début. Comment ça s'explique? Je dirais au début du circuit des 35, la voile en Suisse était très peu professionnalisée. C'était en fait, il y avait finalement les clubs, les écoles de voile. On a eu la chance et on a toujours la chance d'avoir le centre d'entraînement à la régate à Genève, qui était, je dirais, le seul organe de formation ou de perfectionnement on va dire pour jeunes adultes. Donc il y avait clairement un manque d'équipiers disponibles. Donc ça a créé un appel d'air. Il y a eu aussi une espèce de concordance des temps avec la fin du circuit Orma qui a créé aussi des disponibilités en France. Donc tout ça s'est regroupé pour amener du monde sur nos bateaux qui sont des bateaux intéressants. Même le D35 quand il est sorti, c'était un bateau qui a très vite été adopté par tout le monde. Donc les gens avaient envie de venir. Et je crois qu'après ça c'est. Il y avait même des sponsors français. Hein. Il y a Foncia. Il y avait Banque Populaire qui avait en gros, c'était aussi un support d'entraînement pour une partie des équipes sur la fin de l'Orma, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. En fait, il y a eu un bon transfert entre la fin de l'Orma et le D35.
Et puis après, l'aventure a continué avec le TF35. On a voulu dès le début avoir un objectif d'internationalisation fort, aussi dans le design et dans la conception du bateau, le rendre facilement transportable. C'était un des points faibles du D35. On était allé une fois faire 2 régates en Méditerranée. Ça avait été vraiment très compliqué en logistique, ça avait été compliqué pour plein de raisons. Le bateau avait pas été conçu pour naviguer sur l'eau salée, si on peut résumer. Ils étaient revenus rouillés. Enfin bref, on a essayé de pas faire les mêmes erreurs sur ce bateau-là. Et on est aussi content justement de l'arrivée d'une équipe italienne, parce que ça renforce notre vision de se dire on veut élargir le plateau. Je dirais le plateau français était quasiment acquis du fait de l'historique avec le D35, mais aller plus loin que ça, c'était pas forcément évident. Donc on est très heureux d'avoir cette équipe italienne avec un équipage très international. On a des gens qui viennent essayer le bateau fin du mois en vue de reprendre Zulu, qui sont aussi des équipages internationaux. Donc on est content de tout ça. Il y a combien de bateaux dispo ? 8. Et il y a la possibilité d'en construire d'autres si besoin ? Alors bien sûr, on peut toujours en construire. Je dirais d'un point de vue purement pratique, en construire un, ce serait compliqué dans le sens où relancer une production pour un seul bateau, c'est toujours faisable, mais ce serait complexe. L'idéal, ce serait de pouvoir lancer une production de 2 voire 3 bateaux, mais je me réjouis vraiment d'avoir ce problème. Tout à l'heure, on l'a bien dit, Bertrand, c'est un circuit avant tout de propriétaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le profil type de ces propriétaires ? Est-ce que c'est forcément eux qui sont à la barre ? Dis-nous un peu qui sont tes clients exigeants. Les propriétaires, c'est déjà tous des passionnés de voile pour la plupart, pour tous de vitesse. Et c'est des gens qui aiment le côté un petit peu extrême de ces nouveaux bateaux. La plupart barrent leurs bateaux. Certains sont au traveler, notamment Guy de Picciotto, qui lui préfère ne pas barrer. C'est chacun fait ses choix, je dirais. Il y a pas d'obligation, c'est pas owner driver. Non, c'est un bateau libre. Je pense aussi que c'est important que les propriétaires soient conscients de leurs limites. On a certains propriétaires qui prennent la barre après le départ, ou s'ils la sentent pas, passent la barre à leur tacticien. Je pense que c'est bien que chacun ait conscience de ses limites par rapport à son bateau, mais aussi par rapport aux autres. On est au début de cette série et les parcours sont courts, les passages de bouée sont assez intenses. Même si on a, comme Seb et Loïc l'ont dit, peut-être 2 ligues, la réalité c'est que tous les bateaux passent la ligne d'arrivée en 30 secondes. Donc ça reste quand même très très dense. Le Bol d'Or après 80 000 de course, tous les bateaux sauf un ont passé moins de 4 minutes. Donc il y a pas beaucoup d'espace sur le terrain de jeu. Donc voilà quoi, il faut quand même être affûté. Combien ça coûte un bateau ? C'est un bateau d'occasion maintenant, j'ai pas tout à fait le prix, mais je dirais entre un bateau neuf et un bon bateau d'occasion, on est un petit peu en dessous du million. Et on a une idée de ce que c'est que le budget d'une équipe sur une saison ? Alors je pense que mes 2 collègues sont mieux placés que moi pour répondre à cette question. Aucune idée. Déjà, je coûte pas cher, donc ça doit pas être cher. Mais c'est un hors amortissement bateau. Il y a un petit peu d'entretien, bien sûr. On est limité fort heureusement, comme on D35, comme dans beaucoup de classes, au nombre de voiles. Il y a quelques boutons. Et après, il y a 6 personnes à bord et une ou 2 personnes. Dans notre cas, on est une petite équipe de 8 avec 50, je sais plus combien, une cinquantaine de jours de navigation peut-être. Ce qui est beaucoup, d'ailleurs, parce qu'on s'entraîne un peu, mais ça reste un outil ou un jouet de passionnés avant tout. Oui, il y a pas de modèle économique, il y a pas d'enjeu économique pour eux derrière. Pour les propriétaires, non, et bon, certains ont des partenaires et des partenariats pour écrire et partager de belles histoires, mais oui, c'est d'abord un outil de passion. Axel. Sébastien, tu disais tu as pas fait beaucoup de D35 avant, donc du coup tu as vraiment découvert un peu cette ambiance du TF35 Trophy l'année dernière. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment un peu l'ambiance de ce circuit de propriétaires quand on débarque dedans ? Est-ce que c'est aussi un moyen pour des marins comme toi ou d'autres de cultiver une sorte de réseau ? Il y a beaucoup, c'est l'occasion de prendre des contacts. Comment ça se passe pour toi un Grand Prix, ou est-ce que tu es uniquement focalisé sur le côté compétition ?
Moi, je suis très très focalisé compétition, c'est vrai. Après, en plus, je pense que l'année dernière, on n'a pas vécu une vraie saison. On était encore avec des contraintes Covid, donc tout le côté social des events était un petit peu mis de côté, on va dire. Maintenant, l'ambiance est plutôt sympa. Hein, je veux dire, ça se passe très bien sur l'eau, à terre. Mais c'est vrai que je suis impatient de vraiment découvrir le circuit avec ce côté social, avec la Railstone Cup de ce week-end. Je crois qu'il va y avoir un petit concert. Enfin, il va y avoir des animations plutôt sympas. Les propriétaires, pour la plupart, sont très abordables. C'est vraiment une ambiance très détendue. Il y a ce qui se passe sur l'eau, dans des conditions des fois du lac, donc un petit peu tendues, et puis il y a ce qui se passe à terre, et je pense que Bertrand fait un travail extraordinaire à ce niveau-là pour trouver vraiment l'équilibre entre la performance des bateaux technologiques très technologiques et très modernes, et puis garder cet esprit un petit peu de complicité entre les propriétaires et les équipages, quoi. Loïc, de ton côté, est-ce que c'est un circuit qui t'a parfois ouvert des portes, donné des contacts qui t'ont permis de développer d'autres projets? En D35, indirectement ou directement, oui, parce que c'était une activité complémentaire. J'étais assez occupé déjà à l'époque. J'étais encore fugi, me semble-t-il, il y a 15 ou 18 ans au début. Et puis après, j'ai dû être pour la coupe. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Ernesto. Ma première expérience de coupe avec Alinghi s'est faite longuement après notre première rencontre. À l'époque, il n'y avait pas les D35 ni les TF, bien sûr, mais il y avait les anciens Formule 40 français qui vivaient leur deuxième vie ou leur vie de retraite sur le lac. Les biscuits Cantreau de Jean Le Cam d'il y a 25 ans et beaucoup d'autres finissaient sur le lac et ils gagnaient les bottes d'or assez régulièrement. Et puis au fur et à mesure, il y a eu une classe de multicoques du lac avec une jauge un peu spéciale de 40 pieds. Et il y a une vingtaine d'années, je sais plus qui s'était mis en tête d'organiser une sorte un grand prix du Beau Rivage Palace à Lausanne. Parce qu'ils savent recevoir, nos amis suisses. Ils payent des vaches en violet, mais enfin ils savent recevoir quand même. Et donc quand on va là-bas, c'est pas au camping du Pouquitous. Et donc, et nous voilà partis, bras dessus avec Florence Artaud, Laurent Bourgnon, Marc Pajot et je sais plus qui encore. Les marins français étaient invités comme des stars que nous étions pour les Suisses. C'était assez marrant. Et je me retrouve il y a 25 ans, première régate, on changeait de bateau à chaque tour, il y avait pas mal de vent à Lausanne, ce qui est rare. Et je me retrouve sur un trimaran jaune que j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelle Alinghi. Et je découvre l'équipage d'Ernesto Bertarelli, ce jeune milliardaire suisse qui fait un peu de bateau, mais pour qui la Coupe de l'América est une histoire qui est pas pour lui, et ainsi de suite. Il était passionné de multi et de vitesse. Voilà le genre de porte que ça a pu ouvrir quelques années plus tard, 10 ans ou 15 ans plus tard, de rencontrer tous ces copains suisses que sont devenus des amis, les Pierre-Yves Joran, patron de Norse là-bas, les Cardis, patron du chantier Décision, qui a fabriqué d'ailleurs tous les D35 à l'époque, puis les bateaux de la Coupe pour Alinghi. Et avec des gens très talentueux. Ce que j'aime beaucoup en Suisse, c'est qu'ils ne parlent pas que bateau. Ils pensent large. L'hiver, ils vont faire du ski. Ils inventent des voiles épaisses. C'est le cas d'Edouard Kessy. Ils sont vachement ouverts et très intéressants. Et ils n'ont surtout pas à rougir. C'est ce que nous disent souvent les Suisses qui font pas de bateau en disant mais pourquoi vous venez ici? Il n'y a pas de vagues. Mais il y a des bons marins en Suisse. Bah oui, évidemment. Non seulement il y en a des bons, mais même des très très bons. Et pas seulement des marins, il y a le PFL, il y a l'École Polytechnique de Lausanne, il y a une grande réflexion qui est assez passionnante à partager. Oui, Bertrand, l'équipe Alinghi est quelque part un pilier de ce circuit. Ernesto Bertarelli est quasiment là depuis le début. C'est vraiment, il a toujours été à vos côtés sur ce circuit. C'est sûr que surtout sur le nouveau projet de TF35, c'était déjà c'est le président de la classe, donc ça part de là. Mais c'est vrai que avec Guy de Picciotto, c'est les deux éléments moteurs qui ont été à l'initiative de la création de cette série. Et c'est toujours des gens c'est des entrepreneurs en fait, ces gens. Donc une fois qu'on détermine un cahier des charges qui était vraiment très ambitieux au début,
Après, il y a des accidents qui se passent. Quand je dis accident, c'est voilà, on développe quelque chose qui marche pas. C'est pas des gens qui sont effrayés par ça. Ça fait partie du processus de développement et ils ont une expérience de l'entrepreneuriat qui leur donne une espèce de distance qui nous a été très utile à moi en tant que gestionnaire de projet, mais aussi vis-à-vis du design team, dans le sens où en fait on a droit à l'erreur tant qu'on essaye et qu'on se fixe un objectif. Si sur le chemin il y a des choses qui se passent pas comme prévu, mais qu'on avance dans la bonne direction, c'est toujours accepté et même j'irais valoriser, parce que ça nous permet tout le temps d'apprendre. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a des gens sur le lac qui sont créatifs. Loïc, tu parlais d'Edouard, mais il y a aussi le 3DL qui a été créé ici, le 3DI, toutes ces technologies sont nées autour du lac, et je pense que c'est cet esprit un petit peu libre de création, de créativité qui nous permet en fait de générer ce genre de projet. Et vous allez, comme tu le disais tout à l'heure, vous allez du coup cette année sortir un peu des frontières de la Suisse. Vous l'avez déjà fait l'année dernière en allant à Scarlino en Toscane, qui, contrairement à ce que je disais, vous aviez déjà navigué sur un bassin maritime. Vous allez cette année à Cannes. Comment ça s'est fait avec Cannes et quelles sont à terme les ambitions pour j'imagine que vous avez d'autres destinations en vue. On va commencer en fait après la saison lémanique, on va début septembre à Malchésinet, au lac de Garde. Donc on va faire on va gentiment aller vers la mer, on va dire, en passant par un autre lac qui est comme vous le savez tous plutôt vanté. Et puis après, l'idée c'est vraiment d'aller tester le bateau une deuxième fois sur un plan d'eau moins protégé, moins fermé. Et puis on a besoin de cette validation pour justement après pouvoir ouvrir notre horizon à des plans d'eau sur lesquels on sera moins, on va dire, moins frileux. Maintenant, c'est sûr que en tant qu'organisateur, je fais vraiment très attention à naviguer dans des plans d'eau fermés pour éviter trop de vagues. Je crois que c'est quand même un problème ou une contrainte plutôt qui s'adresse à tous les foilers, pas uniquement nous, mais on voit bien les bateaux volants, dès qu'il y a des vagues, ça fonctionne de manière, on va dire, plus compliquée. Et puis on espère que notre nouveau système de vol avec un deuxième capteur d'altitude va nous permettre justement de lisser un petit peu les défauts qu'on avait remarqués l'hiver dernier et pouvoir augmenter un petit peu le curseur de hauteur de vague. Loïc, donc ce TF35 Trophy va t'occuper une partie de la saison. Quelles sont un peu les autres navigations que tu as prévues cette année ? Est-ce que tu as prévu de naviguer sur d'autres circuits professionnels ou de propriétaires comme cela ou au large ? Quels sont un peu de quoi va être faite l'autre partie de l'année de Loïc Perron ? Burinage, toiture et je bricole dans une maison. Non. À part ça, parce que c'est une passion intéressante, non, j'ai la chance de continuer à naviguer en mode 70, donc on en revient toujours à du one design et du multicoque. Ce sont ces fameux trimarans qui avaient remplacé les feux Orma dans les années 2003 à 4. Et en fait, tous ces trimarans qui étaient pour la plupart français à l'époque, avec des sponsors français, ont tous été vendus à pas mal de propriétaires privés étrangers. Donc j'ai la chance de naviguer depuis pas mal d'années sur deux d'entre eux, c'est Powerplay, qui est l'ancien Paprec, je crois, et puis Mana, qui est un bateau italien pour un propriétaire aussi. Et ce fameux Powerplay, enfin ex-Paprec, vient justement de revenir en France aux mains d'Éric Maris. Donc je vais avoir la chance de naviguer un petit peu avec le Team Zulu en mode 70. Parallèlement à ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre en magasin ? Si, peut-être une petite transat, mais avec des copains en fin d'année pour pas perdre la main, en promenade rapide. Et puis toujours avec mes copains de chez Gunboat, pas forcément en régate toujours, mais vraisemblablement les voiles de Saint-Tropez qui cette année, et c'est une très bonne nouvelle, sont ouvertes aux grands catamarans de croisière haut de gamme, c'est-à-dire Gunboat, HH ou des choses comme ça. Et donc là, je serai forcément présent et pour Gunboat et pour BMW, dont j'ai la chance d'être toujours ambassadeur. Donc c'est pour ça qu'Éric Maris a quitté le circuit TF35 cette année pour aller sur plus gros, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement, oui. Il démarre en mode 70. Ça fait longtemps qu'il y pense. Il avait envie d'avoir un peu plus de place, un peu plus de milles à courir. Il a évidemment bien aimé le TF, mais aussi parce que comme c'est un garçon très occupé et par ses courses de voiture et par son boulot et par sa passion maritime, il est aussi impliqué avec son team Zulu, avec Thierry Fouchier, qu'on entend souvent sur Canal lors des épreuves de SailGP, avec Jean-Sébastien Ponce, avec plein de jeunes talents et de moins jeunes.
il est aussi impliqué en GC32, qui sont ces plus petits catamarans à foil. Les GC32 qui vont reprendre leur saison là justement dans 10 jours. Ouais. En GC, oui, vraisemblablement. Je connais pas exactement le planning. Donc voilà, non mais en gros, j'ai heureusement, et c'est vachement sympa, pas mal de propositions de plein de marins, hommes et femmes, pour aller leur donner, non pas un coup de main, mais enfin pour aller partager avec eux des bons moments, mais j'ai pas toujours le temps de le faire. Mais c'est vrai que c'est le genre de métier de passion dans lequel on a la chance d'agir pendant longtemps encore. La route du Rhum n'a pas été du tout un objectif pour toi cette année Non merci, c'était parfait. Non, j'en ai déjà accumulé quelques-unes, hein, c'est bon. Hein. Je crois même que je suis encore le détenteur du nombre de participations, au moins, je crois que j'en ai fait 8. Non, du tout, non, ça va. Il y en a eu pas mal d'affilés, de manière très différente à chaque fois. Et non, absolument pas. Refaire des petits transats avec plaisir, en solo, pourquoi pas. Non, tu vois, je voyais passer les petits mini 650 devant la maison au Pouliguen, là, il y a 15 jours. Et c'est tellement mignon. T'as vraiment envie de te téléporter là-dessus. Et puis, dès qu'il y a du surroi et plus de 20 nœuds de vent et qu'on est au prêt, t'as envie de te retéléporter dans ton lit. Donc, heureusement, l'amnésie étant le sport mondial, je me soigne et je sais qu'en mer, je me suis juré 1000 fois par transat de plus jamais faire ça. Donc, de temps en temps, je m'en souviens. C'est une maladie chronique chez les marins, l'amnésie. Hein, je crois. Oui, je pense. Tu sais ce que je voulais faire, moi? J'aimerais être le président de la Fédération internationale des amnésiques. T'imagines? Sauf que tous ces cons-là, ils oublieraient de payer leur cotisation. Donc, ça marcherait pas du tout. Elle est bête. Bertrand, tu en dehors d'être le class manager des TF35, je crois que confirme-moi que tu es aussi celui des RC44. Exact. Je rentre d'ailleurs de cache-cache là. Voilà, donc ta spécialité, c'est de t'occuper justement de circuits de propriétaires. Ce sont à nouveau des propriétaires. Hein. Exact, tout à fait. Ouais, c'est un concept qui est très similaire. Voilà, sur des bateaux différents. Bah, du coup, c'est quoi les principales différences entre les deux? Je parle de tes clients, les propriétaires, ceux du RC44 et ceux du RC44. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est les mêmes depuis très longtemps, quoi. Hein. Il y a une fidélité au bateau et au support qui est étonnante. Hein. Alors c'est sûr qu'on a un club, on va dire, de propriétaires qui s'apprécient beaucoup aussi humainement entre eux. Et qui aiment beaucoup leur bateau. J'ai plusieurs fois essayé de les convaincre d'en faire un nouveau, mais j'ai pas encore réussi. Mais par contre, non, ils s'apprécient beaucoup. Là, on a eu la chance d'avoir des nouveaux propriétaires qui sont arrivés. Malheureusement, elle est pas de la nationalité qui est à la mode ces temps, donc elle a dû arrêter de naviguer. Mais on a un équipage suisse qui nous rejoint là, qui nous a rejoint à cache-cache la semaine dernière avec un nouveau bateau. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une nationalité en plus. On avait, malgré la suissitude du class manager, on n'avait jamais eu d'équipage suisse. Donc bon, c'est même un Suisse allemand. Donc une grande ouverture d'esprit aussi dans la gestion de la classe quand même. Et on a un autre équipage allemand intéressé. En fait, on a un bateau qu'on met à disposition pour les équipages qui souhaitent venir faire un essai. Et c'est un concept qui a très bien marché parce que ça nous a permis justement d'ouvrir un petit peu la classe et de la rendre moins, de montrer en fait qu'on était prêt à accueillir des gens. On nous a souvent fait le reproche d'être une classe fermée, donc en mettant un bateau à disposition, ça nous a permis de briser un petit peu cette réputation et c'est vrai que ça fonctionne bien. D'être trop club fermé de gens qui se connaissent par cœur. Est-ce qu'il y a autant de marins français dans les équipages que sur le TF35? Alors il y en a un petit peu parce qu'on a un propriétaire français, Hugues Lepic, qui navigue avec nous depuis quelques années. Il y a Thierry Brien d'ailleurs qui était longtemps son préparateur et qui naviguait sur le bateau. On a quelques marins français qui passent de temps en temps. C'est vraiment très international. C'est pas parce qu'il y a un pavillon sur la grand voile que forcément l'équipage qui compose ce bateau est de la même nationalité. C'est très international aussi dans l'équipe d'organisation, dans les juges. Et on a la chance d'avoir un bateau qui a un range de navigation qui est très large. On peut naviguer à partir de 5-6 nœuds de vent jusqu'à 25 nœuds. Donc ça nous permet aussi d'aller dans plein d'endroits différents. C'est un chouette support, vraiment. Tu parlais d'international tout court même. Hugues Lepic a eu un moment un équipage dans lequel il n'y avait aucun Français. Hein. C'est pas du tout la nationalité du skipper qui fait forcément l'équipage. Exact. Axel.
Ouais, si je me trompe pas, Bertrand, c'est justement un circuit très international. Il y a des Slovènes, des Russes, des Monégasques. Il y a combien d'équipes sur le circuit 44 Cup? Alors on en avait 10 cet hiver, on est à 8 maintenant et on sera de nouveau 9 très prochainement et j'espère 10 à la fin de la saison. Donc on a un rythme de croisière qui se situe autour des 10, qui est un chouette nombre en logistique, ça reste gérable et ça nous permet aussi d'aller dans des endroits qui sont jolis en fait. Si on a eu dans le passé des phases où on était plutôt à 12, 13, 14 bateaux. Et c'est une quantité de bateaux qui nous oblige à se retrouver dans des grandes villes, dans des gros ports, et c'est tout de suite moins sympathique. Le côté hors voile, qui est quand même important, est plus sympa dans des endroits qui ont un petit peu de cachet. Loïc, tu as déjà navigué sur ces bateaux, le RC44? Mais j'ai jamais fait de régate officielle. Je pense que j'ai fait que de l'entraînement avec eux à Malte et je sais plus trop où. Artemis est toujours impliqué, hein, Bertrand? Ouais, tout à fait. Ils sont toujours là. Oui, c'est ça, hein. Avec Torben et puis et Peirce. Je sais pas si Yann Percy est toujours là. Ouais. Mais ce sont des bateaux géniaux, hein. C'est vraiment, c'est la première. Ils ont quel âge ceux-là? Par contre, ils ont une vingtaine d'années déjà ou pas loin? Oh, 15. 15, pareil. Hein. Ah oui, c'est ça. Un petit peu plus jeune que les D35, donc ils ont. Mais c'est fabuleux de voir. C'est la bonne recette en fait. C'est la bonne recette que de pouvoir faire barrer les propriétaires, parce que tu me corrigeras si j'ai pas bon, Bertrand, mais en RC44, il y a un peu plus d'obligations à faire barrer les propriétaires, me semble-t-il. Ah, une obligation totale. C'est bien ça, d'accord. Et ce qui est pas encore le cas en TF, et c'est un peu logique parce que les bateaux sont un peu plus casse-gueule, mais je trouve que le niveau des propriétaires en RC44 est absolument impressionnant, hein. Alors ils sont très très bien secondés par des techniciens dans ces boulots, mais ça navigue et ça régate de manière incroyable. Ça se termine toujours sur le dernier jibe avant la ligne d'arrivée. Enfin, c'est impressionnant. Ouais. Et je pense que c'est une des raisons de la longévité du circuit aussi, c'est qu'on a fait évoluer le bateau. Je dirais tous les 3-4 ans, on fait une évolution. Ça peut paraître mineur de la vue de l'extérieur, mais on a changé la forme de la grand voile, on a rajouté des déflecteurs sur les checkstays. Là, on a un projet de changer les winches, de passer à un moteur électrique, ce qui fait que le fait qu'on ait une petite flotte, on peut se permettre en fait de faire évoluer le bateau sans le révolutionner, et il est toujours au goût du jour. Et je pense que typiquement sur une plateforme comme le TF35, c'est certainement quelque chose qu'il faudra faire aussi. On est dans un monde qui évolue très vite, notamment au niveau du foiling. C'est très peu probable que nos dessins de foil actuels dans 2 saisons ils soient encore au goût du jour. Donc, je pense qu'il faudra pas avoir peur sur ce bateau-là de se dire, tous les X années, il y a une mise à jour qui se fait quelque part, et ça permet justement à ces One Design de durer en fait et de rester. Ça c'est très juste, mais je trouve que l'une des leçons du RC44 par exemple, c'est que ça montre bien que c'est pas la vitesse absolue qui intéresse ni les propriétaires ni les équipages, et encore moins un grand public dont on se fout un peu d'ailleurs dans le cas des TF et des RC. Mais c'est pas la vitesse à tout prix, c'est le piège dans lequel est en train de tomber le CLJP d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller trop vite, ça devient dangereux pour tout le monde et pas très amusant tactiquement. Moi je trouve que le TF de ce point de vue-là répond très bien à la problématique du lac, de décoller rapidement comme tu le disais tout à l'heure en début de conversation. Ça, c'est ce qu'on cherchait. Évidemment, ça nous bloque un peu en vitesse de pointe, mais on s'en fout, j'oserais dire. L'intérêt, c'est d'essayer d'aller plus ou moins à la même vitesse que les autres. À propos de vitesse, on va peut-être terminer par une petite question pour toi, Loïc. On aurait pu la poser à Seb Cole, mais qui a dû nous quitter pour rejoindre son équipe de Real Team. On te sait passionné de grands trimarans, de vitesse. Seb travaille pour Merconcept, l'équipe de François Gabard. J'imagine que comme beaucoup, tu as suivi un petit peu le litige qui oppose l'équipe de François SVR Lazartigue à la classe ultime 32-23 à propos de la conformité de son bateau aux règles de jauge. Quel est un peu ton regard sur cette histoire, et que quand tu vois le bateau de François, qu'est-ce que ça t'inspire? Une petite question piège pour terminer. Oh, c'est pas piège, non. Le piège, ils sont tombés dedans tout seuls, comme des grands, ou comme des enfants en train de se bagarrer devant un pot de confiture à moitié vide. C'est dommage. Bon, ça arrive malheureusement, dans tous les sports, quand une équipe, quand des écuries ont l'impression qu'ils sont dominés par une autre, mais
Non, je trouve ça dommage. En gros, c'est un sport immature, comme la plupart des sports d'ailleurs, avec des règlements, avec des évolutions technologiques extrêmement rapides et des réglementations qui vont pas aussi vite que ça, ou parfois trop de réglementation va tuer l'ensemble du principe, ou pas assez. Donc, non, en tout cas, indépendamment des problématiques juridico-financières et d'ego mesurés, c'est un très mauvais signal que d'envoyer ça au grand public, parce que pour le coup, c'est la classe, l'une des épreuves ou l'une des classes voiles dont on parle ailleurs que dans les yacht clubs et sur les pontons. Donc c'est dommage, parce que les marins avaient jusque-là, en France en tout cas, une propension à générer un peu de sympathie autour d'eux, et là ils sont en train de pas bien jouer, je trouve. Peu importe les raisons d'ailleurs. Peu importe. C'est mal géré, de part comme de l'autre. Qu'est-ce que t'inspire le bateau en lui-même, Sverre Zartik ? Il est magnifique. Il est très très bien, et je ne vois aucun problème en termes de... À partir du moment où on choisit de fabriquer des armes, il faut être convaincu qu'elles deviennent dangereuses, et ça dépend d'abord de l'utilisateur. Un multicoque en solitaire au large ou en équipage réduit, c'est une arme. Et pour les utilisateurs et pour les autres. Et avec différents aspects dangereux, à savoir la vision devant, mais même quand on a des beaux hublots, on regarde jamais devant. On fait confiance à des instruments et heureusement des moyens de détection de plus en plus fiables et partagés par d'autres navires, fort heureusement, mais pas toujours. On vit sur un fil. À partir du moment où on accepte de faire du solitaire en multicoque à grande vitesse, ça date pas d'hier, hein, ça fait quelques années déjà. Il faut essayer de finir déjà, et puis de savoir qu'on se met en danger en permanence. Et donc c'est pas le règlement qui va changer quoi que ce soit là-dedans. C'est pas un règlement écrit par des bureaucrates ou par des ex-marins d'ailleurs qui va déterminer la dangerosité ou pas, ou la fiabilité ou pas d'un navire. C'est avant tout l'utilisateur ou les utilisateurs. Mais en tout cas, pour reparler du bateau François, je le trouve magnifique. C'est un des plus beaux. Il en faudrait d'autres, mais pas forcément d'ailleurs. Une fois de plus, c'est pas un sport majeur, hein. Il y a quelques événements qui le sont, mais la voile, c'est pas grand-chose, hein, les enfants. On a beau causer depuis 1 heure, on va pas faire une audience considérable. On est d'accord, c'est un petit village. Détrompe-toi, tu vas voir. Quand bien même je vous le souhaite, hein, mais oui. Tu as demain matin le douanier suisse à l'accueil, il va t'en parler. Il y a des chances. Il va me dire, mais qui c'est ce Bertrand Fabre? Il a un drôle d'accent, de Dieu. Bon, écoutez, merci bien de nous avoir atteint l'heure réglementaire, comme tu le soulignes bien, Loïc. Merci pour cette dernière analyse. Bertrand, merci à toi aussi. Je pense que du coup, tu vas commencer quelques journées un petit peu intenses sur ton semi-rigide à courir après tous tes clients. On se réjouit, on aura une météo sèche et chaude. J'espère qu'elle très chaude, oui. Ouais, j'espère qu'elle nous gratifiera d'un petit peu de thermique l'après-midi, mais ça s'annonce assez bien, ouais. L'année dernière, on a fait les 2 premières régates, il a fait que pleuvoir pendant 6 jours, donc ça c'est vrai, on s'en souvient. Très bien. Écoutez, bonne navigation, amusez-vous bien. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut, merci. Merci, bonne soirée. À bientôt les gars. Merci, au revoir.